Avec nous maintenant, Charles Lemont, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, avec qui on va parler des résultats financiers. Bonsoir, M. Lemont. Bonsoir. Mais d'abord, c'est René Lévesque qui a nommé Jean Campeau comme président, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'était en 1980. Quelle marque il a laissée à la Caisse de dépôt et au Québec, M. Campeau, pour vous? Bien, ça a été un grand homme. Comme on le sait, il a fait une carrière dans le service public qui est exceptionnelle. C'était un grand président à la Caisse de dépôt. Il a donné ses lettres de noblesse à l'institution. Il était là au moment où est-ce que ça prenait un envol très important, une place prépondérante dans l'économie, l'importance des sièges sociaux. Et donc, on se passe le flambeau. Vous savez, quand on arrive à la tête d'une institution comme ça, c'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises. Il était bien content qu'on continue à mettre l'emphase sur le double mandat de la Caisse puis ce qu'on fait au Québec. Donc, c'est un jour qui est triste pour nous, puis on lui paie nos hommages. Merci, M. Lemont. Résultats financiers, donc, deuxième année de rendement plus faible que votre indice de référence. Est-ce que vous êtes déçu des résultats? Je ne le vois pas comme ça. Pour nous, c'est des bons rendements parce qu'ils sont nettement au-dessus des besoins de nos déposants. Puis si on prend le bas de laine des Québécois que l'on fait référence, la RRQ, le régime des rentes du Québec, auquel 6 millions de Québécois contribuent, il a fait un rendement de 11 Maintenant, vous avez raison, c'est en bas de l'indice de référence. Mais il faut voir pourquoi. Les indices boursiers auxquels nos actifs, nos classes d'actifs privés, l'immobilier, l'infrastructure, placement privé se comparent, c'est des indices boursiers qui sont plus concentrés que jamais cette année en 125 ans. C'est les 7 magnifiques. C'est quoi ça? Ça veut dire que l'indice est représenté par jusqu'à 30-35 de l'indice. On n'a jamais vécu ça en 125 ans. Donc, si on avait été exactement comme l'indice, il aurait fallu être extrêmement concentré, ce qu'on ne peut pas faire en gestion de risque, puis ce ne serait pas souhaitable non plus. Maintenant, regardez 2022, qui était une année aux antipodes de 2024. Les marchés se sont écrasés. Bien, on était au-dessus de notre indice du même niveau. Donc, nous, on essaie d'opérer dans un corridor plus étroit, moins volatile, que nos déposants ont besoin. Si le marché fait moins 11, on va faire moins 5. Si le marché fait plus 15, on va essayer de faire plus 9, plus 10. Sur les marchés boursiers, si on revoit le rendement par secteur, marché boursier, vous avez fait 25. Vous avez même été meilleur que l'indice de référence sur le marché boursier qui est justement alimenté énormément par le secteur technologique. Et on l'a fait d'une façon plus diversifiée, ce qui rajoute encore plus au bon travail de nos équipes, de nos gestionnaires. Ça veut dire qu'on a réussi de le faire d'une façon plus prudente, mais néanmoins à battre l'indice. Donc, je suis très fier de ce groupe-là, le travail qu'ils ont fait. Pourquoi vous êtes tant exposé sur le plan immobilier aux bureaux à New York, à Chicago, les tours à bureaux, je présume, et je présume que c'est l'effet de la pandémie encore? Oui, vous avez raison. Les bureaux, vous savez, premièrement, c'est un secteur qui en arrache, c'est difficile depuis plusieurs années, depuis la pandémie, donc c'est pas juste nous. Mais pour répondre à votre question, si on regarde tout le repositionnement de notre division immobilière depuis 4 ans, en fait, c'est un peu le reflet de notre métier original, où est-ce qu'on était un opérateur immobilier plutôt qu'un investisseur. Et là, on migre pour devenir investisseur. Un opérateur, ce que ça fait, c'est avoir les mêmes actifs au même endroit. Il y a des synergies d'opération. Un investisseur, ça va vouloir être investi un peu partout. C'est 2 modèles d'affaires. Alors, c'est un inventaire de bureaux aux États-Unis acheté avant la pandémie qu'on doit repositionner et ça explique cette surconcentration-là. Mais nous, on est dans une autre stratégie depuis quelques années, mais celle-là, on la traîne encore un peu. Pour combien de temps encore? Bien, il y a du travail à faire, puis c'est vraiment bureau par bureau. Je dirais que c'est 5-6 grands bureaux aux États-Unis, où est-ce comme le 12-11, centre-ville de New York, 45 étages, 2 millions de pieds carrés. Bien, on va faire une transaction avec un partenaire qui connaît des locataires, qui sait comment repositionner, qui nous permet de partager les investissements avec eux pour replacer le bureau au goût du jour, puis refaire une marge de profit. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais on s'y attelle, puis on va le travailler en conséquence pour y arriver. La presse rapportait le 18 février que dans un document déposé auprès des autorités boursières, vous avez réduit de 30 votre investissement dans Tesla, 22 dans Nvidia, 20 dans Meta et 18 dans Apple et Amazon, qui sont justement les merveilles technologiques dont on parle. Pourquoi en sortir en partie? On voit que depuis le 17 décembre, en fait, ils sont dans un territoire de correction. Ils ont perdu en moyenne, ces 7 titres-là, 10 puis jusqu'à 30 de baisse Tesla. Il y a beaucoup de Tesla qui est passé de 500 à 300 Exact. finalement. Et il y en a d'autres qui ont baissé aussi. Donc, l'intensité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, ce sont de bonnes sociétés. On n'en avait pas en 2020. On en a pris pour en avoir une exposition. Ça a été très profitable. Mais en même temps, quand elles deviennent un peu chères, qu'on croit qu'elles ont monté de façon un peu rapide, bien que ça reste des bonnes compagnies, si elles sont trop chères et qu'on pense qu'il y a un risque à la baisse, on va venir diversifier notre risque un peu puis nos positions pour être prudent. Puis dans le contexte de ce qu'on voit depuis la présidence Trump, on voit que le président Trump, là, il crée beaucoup de chaos un peu à l'extérieur de ses frontières
dans une tactique de négociation, mais il est en train de créer aussi beaucoup d'incertitudes dans son propre marché. Puis le marché américain a fait 1 de rendement depuis le début de l'année. C'est encore court comme période, alors que l'Europe, la Chine ont fait 10-15 de rendement. Donc, on rebalance tout ça un peu. Est-ce que ça veut dire que le rendement 2025 sera moins intéressant à la Caisse de dépôt? Il faut voir. Vous savez, depuis 5 ans, c'est des périodes extrêmement turbulentes. Alors, il y a des années que le marché boursier a fait moins 20, c'est allé jusqu'à plus 25. L'infrastructure a été stable. Le placement privé a bougé, mais a rebondi cette année. En ayant un portefeuille diversifié, je pense qu'on a prouvé en 5 ans que les actifs sont 133 milliards plus élevés. Les régimes sont en santé financière. Ils sont encore plus cette année. Donc, c'est ça pour nous l'objectif au final, d'avoir des régimes pour nos déposants qui sont en bonne santé financière. Puis on va travailler en conséquence avec les conditions qu'on va avoir. Avec des tarifs douaniers le 4 mars ou le 2 avril, il y a des entreprises québécoises qui pourraient voir leur valeur boursière baisser. L'économie québécoise pourrait être... Est-ce que vous prévoyez la Caisse de dépôt intervenir en cas d'impact important sur les entreprises du Québec? Il faudra voir. C'est très difficile parce que, comme vous le dites, encore aujourd'hui, il y a un peu de confusion de la part de la présidence Trump et de l'administration Trump sur les tarifs, le moment, l'ampleur, puis qu'est-ce que ça va cibler. Mais on a lancé un programme la semaine dernière pour pouvoir aider au niveau de la productivité des entreprises. On pense que c'est un facteur qui est très important, indépendamment qu'il y ait des tarifs ou pas. Je vais préciser ma question. S'il y a des entreprises qui voient leur valeur boursière baisser parce que le marché devient moins intéressant et qui s'exposent à une prise d'achat, une acquisition extérieure, est-ce que la Caisse peut intervenir? Bien, on l'a prouvé, vous amenez un bon point. Si le dollar canadien baisse, toutes les entreprises deviennent au Canada, au Québec, plus attrayantes pour les acheteurs étrangers. Mais regardez, dans la dernière semaine, on a convaincu Transforce de ne pas se redomicilier aux États-Unis. On a sécurisé un actif stratégique dans un secteur stratégique au niveau du renouvelable avec Innergex. On a défendu CAE, qui est dans un secteur de la défense avec un activiste américain qui voulait en prendre possession. Et puis, on a fait la même chose avec Lightspeed la semaine dernière. Donc, on va jouer notre rôle, on sera au rendez-vous. Et puis, c'est des situations où est-ce qu'il faut intervenir, on va le faire comme on l'a toujours fait. OK. C'est vrai que vous êtes intervenu fort sur TFI International, Transforce. Eux, ils étaient en train de déménager aux États-Unis. Ça vous choquait de voir cette entreprise québécoise, montréalaise, s'en aller déménager son siège social en sol américain? Bien, ça nous a surpris parce qu'on n'a pas été avertis au préalable. Par la suite, on a eu des discussions. On a exprimé on était perplexe, notre mécontentement. Ouais. Je pense que ça a permis d'avoir une compréhension, un dialogue avec la société qui a décidé de pouvoir y réfléchir à nouveau, reconsidérer, puis on salue leur initiative de rester comme un siège social au Canada. Pourquoi la Caisse de dépôt achète 100 d'une entreprise comme Innergex? Est-ce que la Caisse de dépôt devient le bras éolien d'Hydro-Québec? Non, écoutez, c'est une situation qu'on regardait depuis quelques années. La réalité, c'est qu'Innergex, c'est une très bonne société. On achète aujourd'hui une entreprise qui a des contrats à long terme en moyenne de 14 ans dans un secteur dans le renouvelable pour lequel il y a un plan, c'est vrai, pour Hydro-Québec. Mais où est-ce que la valeur boursière avec Trump, le secteur des renouvelables a perdu 30 on se retrouvait avec une société qui avait une très belle valeur intrinsèque, mais le prix en bourse était beaucoup plus bas. Donc, on en a profité, on est arrivé avec une belle offre, et puis on trouve que pour nous, c'est une façon d'augmenter les capacités de production du Québec en renouvelable. À ce moment-ci, on considère que c'est un élément important dans notre stratégie d'ensemble. Et c'est rare 100 de l'actionnariat entre les mains de la Caisse de dépôt. Oui, mais écoutez, ici, on va probablement syndiquer. Il y a déjà beaucoup d'appétit. On a beaucoup d'appels d'investisseurs où est-ce qu'on va pouvoir réduire notre participation. Okay, ça, donc, on voulait sécuriser dans un premier temps l'actif. Okay. Peut-être que la séquence est un peu inversée, mais ça permettait d'agir rapidement. Puis la loi de la Caisse nous permet en infrastructure d'acheter jusqu'à 100 donc on est bien content. OK. Le REM. Oui. Est-ce que les problèmes du REM ont un impact sur les revenus de la Caisse de dépôt? Bien, pas à ce stade-ci, mais c'est évident qu'on veut que les usagers soient satisfaits. D'ailleurs, je les comprends de ne pas être satisfaits. Le service était inacceptable dans les dernières semaines. On l'a communiqué aux opérateurs qui sont Atkins et Alstom. Et nous, on va tout faire pour regagner leur confiance parce que le système est basé pour qu'on fasse un rendement sur cet actif-là en fonction de l'achalandage des usagers. Mais là, nos opérateurs, on leur a identifié des solutions. On a exigé des engagements de leur part. Le contrat est clair, sont en défaut. Et là, il y a une mesure de solution dans les 30 à 60 prochains jours pour régler la situation. Et c'est une priorité pour nous. Est-ce que vous avez des attentes particulières à l'endroit d'Alstom? Et d'Atkins, tout à fait. Et d'Atkins réaliste? Bien oui, les deux sont opérateurs. Donc, les mesures, c'est quoi? Il faut qu'ils fassent un plan de déneigement. Je vais être à la base, là. Un plan de déneigement qui est beaucoup plus efficace. Qui marche. Ils n'ont pas déneigé dans la dernière bordée qu'on a eue. C'est la base, ça ne fonctionne pas. Sur les équipements, je ne vous rentre pas dans le détail technique, M. Filion, mais s'il faut changer, remplacer, rajouter ou renforcer certains des équipements,
on va le faire, puis ils se sont engagés à ça dans les 30 à 60 prochains jours. Puis pour les opérations et la communication, on fait venir RATP, service d'entreprise de services au niveau des transports ferroviaires de classe mondiale, qui va arriver en appui à Alstom puis à Atkins au centre de contrôle à Brossard. Est-ce que Alstom va faire partie du projet du tramway à Québec? Mais pour l'instant, il y avait un contrat avant qu'on arrive avec la Ville de Québec. On est en train de regarder Alstom pour se conformer aux nouvelles exigences parce que c'est un nouveau projet. Puis c'est à eux de nous prouver d'ici le printemps s'ils sont capables de les rencontrer. Mais vous n'êtes pas certain encore. Bien, c'est à eux de le faire. On verra. S'ils ne sont pas capables, on ira en appel d'offres. Mais pour l'instant, on est en discussion pour voir leur capacité à rencontrer les exigences du nouveau projet qu'on a soumis. Vous avez un pourcentage de combien dans Alstom, la caisse de dépôt? 17-18 17-18 Donc, vous avez le pied pesant là, pour que ça marche pour Alstom. On a un canal de communication. Et dernier point, vous avez réduit à zéro la valeur de votre investissement dans Nordvolt? C'est à zéro, oui, parce que dans les circonstances actuelles, on considère que... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Vous savez, on a investi dans la société mère. Elle a des enjeux au niveau du processus de recouvrement de syndic de faillite. Mais de l'autre côté, quand on avait investi, on avait exigé que notre argent, nos fonds, soit pour le projet à Québec. Cet argent-là est toujours là. Donc, de ce côté-là, au moins, il y a cet aspect-là qui a été pris en compte. Merci, M. Aymon, d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.